Docteur Evans, bonjour et merci d'avoir accepté d'intervenir au sein de la bulle. Docteur Evans, aujourd'hui nous parlons avec vous de la communication intuitive avec le monde animal. Est-ce que déjà pour commencer, vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit ? Bonjour Lia et bonjour à tous vos auditeurs. Oui. Eh bien oui, c'est vrai que cet outil de communication intuitive, cette démarche, elle intrigue et que pourtant c'est quelque chose de très simple que nous avons tous plus ou moins abordé ou touché du doigt, effleuré, je devrais dire. Oui. Il s'agit tout simplement d'un prolongement de cette espèce de feeling qu'on a à l'intérieur de soi quand on ressent qu'un animal a telle ou telle situation, par exemple qu'il a mal, qu'il a peur, etc. Il y a des signaux bien sûr comportementaux qui montrent ça, mais il y a aussi des choses qui ne sont pas exprimées d'une façon aussi évidente et pourtant dont on sait qu'elles existent parce qu'on le sent, parce que nous avons, nous autres êtres humains, une capacité empathique qui nous permet de savoir ce que vit l'autre par un phénomène de résonance subtile. Voilà, donc la communication intuitive, eh bien c'est ça, c'est le développement de cette faculté pour la rendre plus consciente et aussi pour pouvoir la piloter. C'est-à-dire qu'on peut avoir besoin dans certaines situations de l'utiliser volontairement et non pas d'attendre que cette espèce de ressenti spontané se présente. Oui. Et puis on peut avoir besoin aussi évidemment de savoir si c'était notre imagination ou si c'était bien une réalité qui correspondait à la vie de l'animal. Et c'est donc là que la communication intuitive intervient en tant que approche structurée, c'est-à-dire que par rapport à cette faculté naturelle que nous avons tous, eh bien on veut se rendre un petit peu plus maître de cette capacité et donc on l'étudie, on la développe, etc. Et oui, du coup, on essaye de percevoir cette intuition que l'on a et surtout, de la rendre réelle en fait, de savoir que ce qu'on ressent, ça existe vraiment et c'est ça un petit peu l'apprentissage de cette communication intuitive. Exactement, c'est développer un potentiel naturel pour pouvoir en faire un outil en fait qui va nous servir voilà dans le quotidien, soit qu'on soit propriétaire, qu'on soit cavalier et qu'on ait besoin d'apprendre quelque chose à son cheval ou bien de régler une problématique équestre, etc. Eh bien voilà, là ça devient quelque chose qui est utilisable pour ces buts-là. Eh ben c'est chouette. Quel chemin avez-vous suivi, Dr Evans, pour acquérir toutes ces connaissances que vous avez aujourd'hui, que vous transmettez aujourd'hui ? Ah, ça a été un long chemin. Et c'est clair que ça n'est pas quelque chose qui est enseigné dans les écoles vétérinaires, bien que j'ai eu l'occasion de faire des conférences auprès de mes confrères et consoeurs dans plusieurs pays déjà. D'accord. Mais non, c'est vraiment quelque chose qui m'est un peu tombé dessus. D'accord. Au départ, voilà, j'étais vétérinaire de clientèle, homéopathe, je pratiquais aussi beaucoup de chirurgie orthopédique. Oui. Enfin bon, je restais quand même dans des critères assez classiques de l'exercice de ma profession. Et puis, une cliente m'a offert un livre qui s'appelle Des bêtes et des hommes. C'est un livre qui a été traduit de l'américain, écrit dans les années 50, où l'auteur racontait qu'il avait découvert et expérimenté des communications télépathiques avec un chien. D'accord. Et donc, ça m'a énormément surpris. Oui. Et puis, je me suis dit, voilà, quelque chose m'a dit que c'était pas de l'invention. Oui. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, mais il faut que j'essaye parce que vraiment, ça permettrait tellement de choses. Ça vous a interpellé. Voilà, ça m'a vraiment interpellée et j'ai voulu tester. En fait, je sais pas très bien. Je pense que je voulais me prouver que c'était pas possible. D'accord. Et j'ai donc analysé le livre. Je l'ai relu un certain nombre de fois parce que c'était pas une description d'une méthode. C'était vraiment un récit de ce que la personne avait vécu. Et je me suis aperçue en faisant un test qu'il se passait quelque chose qui dépassait complètement mon système de référence, qui dépassait aussi mes croyances, puisque au départ c'était quand même pas du tout dans ma façon de fonctionner. D'accord. D'imaginer qu'il y avait une possibilité comme ça de communication consciente et volontaire, surtout de la part d'un animal, parce que
aujourd'hui, en 2018, nous avons quand même de plus en plus de publications de personnes respectables et reconnues dans leur position qui parlent de la sentience animale, c'est-à-dire la capacité de l'animal à être intelligent, à avoir des actions volontaires, à avoir de la mémoire, à comprendre le temps, etc. Mais à l'époque où j'ai vécu cette expérience, c'était en 88 ou 89, c'était pas du tout d'actualité, hein. Et donc j'ai été extrêmement surprise et j'ai passé 7 ans à tester par le système du double aveugle la réalité de cet outil, de cette approche. Et puis là, je me suis aperçue qu'il se passait quelque chose, effectivement, qu'on ne pouvait pas nier. Les statistiques, c'était les versions que je recevais des animaux étaient trop souvent vérifiées par les propriétaires. Et donc, là, j'ai dû me rendre à l'évidence, il se passait quelque chose. Et donc, je l'ai étudiée. Puis ensuite, j'ai commencé à la transmettre parce que j'ai compris qu'il y a sur la Terre des milliards d'animaux qui espèrent être compris de notre espèce parce qu'ils dépendent de nous pour des raisons XY. Et donc, à moi seule, je ne pourrais pas assumer ce volume de transmission. Et puis, donc, j'ai commencé à l'enseigner à ce moment-là. D'accord. 7 années de recherche pour vraiment vous plonger dans la communication intuitive et essayer de trouver des réponses. Comment ça s'est passé, ces années de recherche? Écoutez, d'abord, il y a eu beaucoup de recherches auprès de personnes qui avaient des approches un peu j'imaginais pouvaient avoir un lien. Par exemple, des gens qui travaillaient sur la cognition, donc les mécanismes de fonctionnement du cerveau humain, des gens qui travaillaient aussi avec les peuples premiers, comme des anthropologues, pour voir un peu comment ces gens-là, qu'est-ce qu'on pouvait savoir sur leur fonctionnement. J'ai aussi regardé ce qui existait sur le fonctionnement du cerveau chez l'animal. Nous, on l'étudie en tant que vétérinaire, mais pas du tout dans cet angle-là. Il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Voilà, j'ai fait donc ce genre de rencontres et de recherche et de lecture. Et puis ensuite, j'ai travaillé aussi sur le terrain avec les animaux que j'avais sous la main. Donc j'étais en clientèle, je communiquais avec les animaux qui étaient hospitalisés en leur posant des questions du genre est-ce qu'il y a un jardin chez toi, et puis ensuite je posais la question au propriétaire sans évidemment leur expliquer pourquoi je posais cette question. Et puis j'avais un petit carnet où je cochais les réponses quand ça correspondait, ou si ça ne correspondait pas, je notais. D'accord. Et puis après quelques années, j'ai fait des statistiques et là je me suis aperçue que c'était trop souvent vrai pour que ce soit normal. Alors comment ça se passe quand vous recevez une réponse d'un animal? Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous? Quels sont les phénomènes que vous observez? Alors ça peut être plusieurs choses. C'est un petit peu comme quand on a un flash on a tout d'un coup une intuition. C'est quelque chose quand même que beaucoup de gens connaissent. Et donc il peut y avoir une image, comme quand on a un flash, par exemple, on se souvient qu'on a posé tel objet à tel endroit, ça va être une image qui va apparaître très fugitivement dans notre cerveau. Ou bien on va avoir un ressenti, une maman qui, par exemple, dont le bébé pleure, elle peut identifier d'une façon pas toujours très, très nette, mais enfin bon, elle arrive quand même à identifier si son bébé pleure parce qu'il a faim ou parce qu'il a mal aux dents. Donc là, ça va être peut-être plutôt un ressenti, un creux à l'estomac ou une douleur dans la bouche, voilà. Mais bien souvent, la maman n'est pas consciente de comment elle a eu cette information. Voilà, donc en fait, tout le travail de la communication intuitive, c'est de rendre ceci conscient. Et puis, il peut y avoir aussi, bien sûr, des informations par odeur, par son, enfin voilà, le même système, c'est-à-dire une prise de conscience soudaine comme ça qui arrive dans notre cerveau. Parce que en communication intuitive, on s'est placé dans un état de conscience particulier qui permet justement d'attraper cette information fugitive. Et puis donc après, on va traiter cette information brute pour essayer de lui donner du sens et la comparer avec le contexte extérieur et s'assurer qu'elle n'est pas fictive, qu'elle correspond bien à la réalité de l'animal. Alors, se rendre conscient de cette communication, de cette intuition, pour cela, j'imagine qu'il faut vraiment pouvoir se faire confiance, s'ouvrir et vraiment être à l'écoute de soi-même, en fait, pour que tout ce processus puisse se mettre en place. Oui, alors c'est vrai que c'est un processus d'écoute de soi-même.
C'est un processus de développement de la conscience, en fait. Oui. Donc, moi, je considère que la communication intuitive, ça fait partie du grand domaine du développement personnel, D'accord. mais avec évidemment des implications ensuite dans la vie sociale, aussi bien interespèce que la vie sociale entre êtres humains, parce qu'ensuite, évidemment, ça va déclencher des conséquences dans notre positionnement vis-à-vis du monde animal. Par exemple, il y a des personnes qui cessent de manger de la viande quand elles se rendent compte qu'elles peuvent communiquer avec des animaux qui la produisent, ou bien voilà, des gens qui vont se positionner d'une façon précise après dans la société. C'est tout un travail de développement personnel, effectivement, qui demande de rassembler ses forces intérieures. Il ne s'agit pas d'une douce rêverie, hein. Il s'agit vraiment d'un travail de musculation de la conscience, si on veut, où on va orienter notre capacité cognitive, c'est-à-dire nos sens, nos perceptions, notre connaissance du monde, sur cette direction particulière de notre monde intérieur, puisque nous sommes tous finalement en résonance avec le monde extérieur. Tout simplement, quand on a chaud, on transpire, hein, c'est une forme de résonance, une réaction du corps, mais il y a des réactions beaucoup plus subtiles que ça, et par exemple, si je prends un exemple dans le monde de l'émotion, si quelqu'un est en colère autour de nous, eh bien, on va se crisper. Oui. Même si nous-mêmes, nous ne sommes pas en colère, nous allons avoir une réaction, peut-être on va tout simplement avoir envie de réagir, ça va nous faire monter la moutarde, comme on dit. C'est vrai. Et donc, voilà, ça c'est une autre forme de résonance émotionnelle. Et puis on a aussi des résonances dans des dimensions encore plus subtiles. Et en fait, nous allons nous concentrer par ce travail spécifique sur ces réactions que nous avons à notre environnement. Et donc, par exemple, eh bien, nous ne sommes pas conscients dans notre quotidien, mais si notre chien a de l'arthrose, bon, il peut avoir du mal à se lever, donc ça, on va faire une observation extérieure qui va nous dire que, mais on peut avoir aussi en soi, bien que ça soit extrêmement, tellement subtil qu'on ne s'en rende pas compte, on peut avoir en soi tout d'un coup des tensions musculaires dans la région où lui les a, où on peut avoir une fatigue extrême, etc. Et donc, quand on porte notre attention sur cette zone particulière de notre capacité de résonance, eh bien, on peut extraire l'information et savoir qu'elle appartient à un animal. D'accord. Tout un processus. Enfin, qu'elle appartient à nous. Nous appartenons tous les uns aux autres, mais et là on entre dans le monde du quantique, mais en tout cas qu'elle est liée à la réalité physique de cet animal. D'accord. Alors, vous avez créé en 1995 donc cet outil pédagogique que vous nommez la communication intuitive. Depuis, vous développez une formation professionnelle de conseiller en communication intuitive et vous intervenez au sein d'ateliers pour aider les maîtres à mieux comprendre leurs animaux. Pourquoi, docteur, c'est important pour vous de transmettre et d'enseigner cette méthode ? Mais parce qu'au départ, je me suis sentie complètement submergée par la compréhension, enfin la prise de conscience qu'il y avait des milliards d'animaux qui peut-être seraient très heureux de pouvoir communiquer avec nous et que ça pourrait améliorer leur sort d'une façon ou d'une autre. Ça nous permettrait aussi, nous, les êtres humains, de comprendre mieux ce qu'ils vivent, de les étudier, de compléter les formes d'approches scientifiques comme l'éthologie ou d'autres, tout simplement la biologie, toutes sortes de choses peuvent être complétées par cette approche et j'espère que ça sera le cas un jour, qu'il y aura des scientifiques qui vont s'intéresser davantage à cette méthode. Mais bon, le monde scientifique, par définition, est très prudent et je pense que ça fait partie de ses qualités, donc c'est normal que quelque chose qui soit quand même un petit peu éloigné des fonctionnements standards prenne du temps à être intégré. C'est sûr. Donc, la masse des animaux, la masse de la demande potentielle, ça a été ma première motivation pour la transmettre. Et puis, évidemment, je n'ai pas choisi d'enseigner à des milliards de personnes comme peut-être ça aurait pu être le cas, peut-être ça aurait pu être le choix d'une autre personne, mais tout simplement parce que je pense que c'est très important de comprendre que c'est encore une approche qui a besoin de se développer. Et qu'il faut aussi se consacrer à l'étude de sa qualité. D'accord. On ne peut pas non plus faire n'importe quoi, c'est un outil
pour lequel il y a encore beaucoup de zones grises, de choses inconnues, incomprises, mal définies. Et donc aujourd'hui, je vois quand même pas mal de dérives avec des gens qui font une formation de 2 jours et qui s'estiment professionnels. Et je pense que ça, c'est lié à peut-être une mauvaise compréhension des pièges possibles. On est sur quelque chose qui est extrêmement complexe. La capacité cognitive de l'être humain, elle est très riche, Oui. et on peut facilement passer à côté, faire des contresens, et donc arriver à un but qui soit contraire à l'idée initiale, qui est d'améliorer le bien-être de l'animal. Et donc je ne veux pas non plus développer trop de quantité, parce qu'il faut faire attention à la qualité. C'est sûr. Grâce à cette méthode, est-ce qu'on peut se rendre compte de l'intelligence justement animale ? Alors la définition de l'intelligence, elle est variée. Oui. Il y a des intelligences sociales, il y a des intelligences théoriques, etc. On sait déjà par la science que l'intelligence de l'animal, elle existe, qu'il y a donc la capacité à résoudre des problèmes, parfois des problèmes extrêmement complexes. Il y a une capacité aussi à avoir conscience de soi-même. Le test du miroir, c'est quelque chose qui est connu depuis une vingtaine d'années au moins. Donc ces formes d'intelligence, elles sont reconnues, mais ce qui est intéressant avec la communication intuitive, c'est qu'on peut évaluer l'intelligence d'un individu particulier, et donc plus précisément que de dire les porcs sont capables de ceci, oui. ou les moutons sont capables de cela. Donc là, on va avoir une évaluation individuelle, et surtout on va avoir une évaluation qui n'est pas réservée au monde scientifique, mais que tout un chacun qui a développé cette capacité peut faire, c'est-à-dire qu'on va vulgariser, on va rendre cet accès possible à tous ceux qui ont étudié cette approche, et on va permettre à ces gens de toucher du doigt, parce qu'ils en ont fait l'expérience personnelle, de toucher du doigt cette réalité, c'est-à-dire que ça n'est plus un article de presse, c'est quelque chose qu'on a vécu soi, et donc qui va permettre de réévaluer son approche individuelle, son comportement. C'est sûr. Du coup, ça permet vraiment une relation plus respectueuse avec notamment les animaux, nos animaux. Là, on peut vraiment vivre dans le respect, la complicité avec notre animal. Disons que c'est la motivation de la complicité, c'est la motivation des gens qui viennent faire cette formation. Certains viennent aussi pour juste développer des concepts ou réfléchir à des concepts théoriques. Enfin, la plupart des gens, c'est quand même des gens de terrain. Ensuite, le respect, c'est quelque chose qui va en découler. Je dirais que moi, je n'enseigne pas le mode de pensée aux gens. Je leur transmets la capacité de mettre en œuvre cet outil. Ensuite, bien chacun va, en son âme et conscience, décider ce qu'il veut en faire. Bien sûr, je souhaite que ça soit pour améliorer le bien-être de l'animal, mais aussi le bien-être de l'être humain, puisque nous avons des projets, peut-être avez-vous vu sur le site de la Fondation que j'ai créé, les projets que nous gérons. Par exemple, nous accompagnons les personnes qui sont en deuil de leur animal, parce que j'estime que c'est un deuil extrêmement profond, aussi profond dans bien des cas que celui d'un être humain. Par exemple, pour les personnes âgées qui sont isolées socialement et qui ont pour compagnie leur chat, etc., c'est quelque chose qui est très marquant et qui doit être respecté aussi du côté humain. Ce lien très fort que nous avons avec le monde animal, il faut l'honorer, il faut lui donner sa place dans la société, il est important. C'est vrai. Donc vous parliez de la fondation, vous avez créé en 2013 donc la fondation Anna Evans pour la vie animale, dans laquelle, je cite, plusieurs formateurs s'investissent au service d'une relation plus respectueuse de l'animal. Les sommes reçues d'ailleurs à l'occasion des formations sont utiles pour financer des projets dans ce sens, comme l'un que vous venez de nous citer par exemple. À travers la fondation, vous développez également d'autres formations destinées à donner à tous la capacité de réaliser des actes concrets et simples pour répondre aux challenges environnementaux actuels, disparition d'espèces entre autres, destruction des biotopes, etc. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à travers la fondation? Il y a beaucoup de monde qui viennent s'intéresser à tout ça? Alors oui, il y a de plus en plus de gens qui finalement ont cette aspiration à contribuer à quelque chose de mieux.
il y a encore beaucoup d'efforts à faire. On sait qu'en France, les 2/3 des plastiques, par exemple, ne sont pas recyclés. C'est énorme. Quand on sait qu'il y a cette pollution massive des océans par les plastiques, il faudrait que le tri soit fait en amont. Ça serait quand même la moindre des choses dans un pays développé, un des 10 pays les plus riches du monde. C'est incroyable de voir que nous en sommes encore à ne pas trier nos déchets de façon aussi massive. Donc ça va encourager les gens parce qu'ils auront pris conscience de ce qui se passe concrètement. Ils auront pu communiquer avec un animal qui par exemple aura été empoisonné ou bien ils auront pu aider un petit animal sauvage à retrouver le chemin d'un refuge pour pouvoir survivre à une blessure par exemple. Donc les gens vont trouver avec les projets de la fondation ou les formations que nous proposons, eh bien des possibilités, déjà un réseau, mais aussi des outils personnels pour mettre en œuvre cette aspiration concrètement. Et ça devient une source de bonheur pour les gens, au lieu d'être quelque chose qui nous stresse, qui nous culpabilise. On entend des tas de choses dans les médias qui nous rendent malheureux finalement. Et moi j'ai voulu proposer des outils simples, proposer aussi de l'entraide entre les gens, proposer de la reconnaissance de ce qui est fait positivement par tout un chacun, pour que nous puissions, face à ces challenges, de plus en plus nous tenir les coudes et faire des choses simples et nous sentir bien par rapport au fait que nous faisons ces choses positives. Mais c'est très beau. À la portée de tout le monde. C'est très beau. Vous continuez toujours vos recherches en parallèle auprès du monde animal, Dr Evans? Oui, alors là, pour l'instant, je suis engagée dans 3 projets de recherche. D'accord. C'est bien suffisant pour mon emploi du temps. J'imagine. Mais voilà, oui, ça me paraît très important de continuer à faire progresser cette connaissance qui, comme je le disais, est à la fois extrêmement ancienne, puisque il y a des liens entre notre intuition qui, je pense, existe depuis le début de l'humanité, enfin je suppose, et puis la communication intuitive qui est extrêmement récente. Il y a des Américains ou d'autres personnes qui ont des approches relativement semblables. Il y a aussi des gens qui étudient l'intuition, comme l'Institut Monroe. Voilà. Donc tout ça, ce sont des choses qui ont besoin de se développer encore. Oui. J'espère que la physique quantique va nous donner, et toutes les études qui se font à partir de ces connaissances quantiques vont nous donner l'occasion justement de faire mieux dialoguer les gens qui sont engagés dans des démarches scientifiques classiques, et puis toutes ces approches qui sont encore peu valorisées sur l'échelle des recherches humaines. D'accord. Mais bon, nous savons par exemple, pour reciter le cas des sciences noétiques, donc de l'Institut Monroe, que cet institut a été créé par un des astronautes américains dont j'ai oublié le nom maintenant. Mais voilà, parce que cet homme a découvert dans ses expériences personnelles l'importance de cette dimension intuitive et l'importance pour notre espèce sur la Terre de faire attention à ce potentiel-là et de le protéger et de le développer. D'accord, il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais j'espère qu'on est sur la bonne voie. Alors, je le disais tout à l'heure, vous intervenez dans le cadre de stages, d'ateliers. Il y en a un qui va se passer tout près de chez nous, à Épinal, du 3 au 10 août. Donc, la communication intuitive avec le monde animal, où vous serez là. Dr Evans, est-ce qu'il reste encore de la place? Malheureusement, j'ai peur qu'il reste très peu de place. D'accord. Mais par contre, il est toujours possible d'écrire, parce que s'il y a une personne qui veut vraiment venir dans les Vosges, il y aura peut-être une annulation, ou il reste peut-être une place ou deux, je ne sais pas très bien. Mais par contre, il faut savoir que si vous êtes prêt à vous déplacer un petit peu, je vais être à Arlon, donc côté belge, mais quand même tout près de la frontière, du 27 au 31 juillet. D'accord. Et donc là, ça sera vraiment un atelier qui est réservé aux personnes qui veulent débuter, qui veulent se renseigner sur les bases de cette approche. D'accord. Et puis on parlera de l'empathie, justement, ce dont je vous parlais au début, là, cette capacité de résonance. Et puis ensuite, un peu plus tard, au mois d'août, du
7 au 13 août, je serai à côté de Metz et là on va justement travailler sur les animaux qui aident les êtres humains, puisque nous allons travailler avec un chien qui va en milieu hospitalier accompagner des enfants malades. D'accord. Et son équipe médicale qui entoure donc cette démarche. Et bien sûr, nous travaillerons aussi avec d'autres animaux. Quand les gens viennent à une formation, nous avons toujours l'occasion de travailler avec leurs animaux et les problématiques qu'ils ont à la maison. J'imagine. L'espèce d'ailleurs. Ils sont accessibles à tous, donc comme on l'entend, ces stages et cette initiation à la communication intuitive, à l'empathie. Voilà, il y a pas de règles, tout le monde peut venir. Alors, il y a quand même une limite d'âge, c'est-à-dire que on prend, il y a des stages enfants qui sont réservés, ça commence à 6 ans et ça va jusqu'à 15 ans, alors c'est vraiment le sens, la définition large du terme enfant. Oui. Mais ensuite, il y a des stages adultes, donc qui commencent à partir de 15 ans. On prend des personnes plus jeunes si elles le souhaitent, mais bon, simplement, j'ai un peu peur qu'elles s'ennuient avec des adultes. C'est pas forcément les mêmes préoccupations, c'est pas forcément le même rythme, donc on propose pas la même approche pédagogique. D'accord. Maintenant, voilà, il y a des personnes de plus de 80 ans qui sont venues à mes formations et qui en ont été très contentes. On n'est pas, toutes les personnes sont mélangées, quel que soit leur niveau de formation professionnelle, quel que soit leur type d'activité. Et puis, bien sûr, il y a des personnes qui ont déjà fait des approches de communication psychique avec les animaux, des personnes qui sont complètement novices, et tout ça, ça fait vraiment, je dirais, une diversité qui encourage l'entraide, qui permet aussi de s'ouvrir à d'autres regards. Donc c'est très très riche au niveau des échanges humains. Et oui. Docteur Evans, il me semble que vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages. Si on veut lire un de vos ouvrages, est-ce qu'on peut les retrouver quelque part, si on veut en savoir plus sur ce sujet de la communication intuitive? Alors oui, malheureusement, les deux premiers que j'ai fait, le premier il est épuisé, donc là c'est réglé. D'accord. Peut-être qu'un jour on va le rééditer, je sais pas. Ensuite, il y en a deux autres qui sont disponibles en ligne, donc à travers mon site ou à travers des sites de vente en ligne que je ne vais pas citer ici, mais qu'on retrouve facilement par une recherche sur Internet. Oui. Et puis ensuite le dernier, les livres qui sont pour l'instant uniquement en vente en ligne, et j'espère qu'un jour on pourra les mettre en librairie. D'accord. Parce que je souhaite vraiment soutenir le réseau des libraires, mais bon, voilà, pour des raisons logistiques, c'était un peu compliqué de faire autrement. Oui. Et le dernier, là, donc, qui s'appelle Marcher dans les pas du cheval, qui vient d'être réédité, il est disponible depuis quelques jours à nouveau en librairie, normalement. D'accord. Donc, voilà, et puis il y en aura d'autres, ça dépend de ma disponibilité. Mais oui. Dire, tout simplement, mais j'en ai d'autres en projet et j'ai beaucoup de choses à dire encore, voilà. J'imagine. Oui. On retrouve également, de toute façon, votre fondation sur Internet, www.communicationintuitive.com, où là, on pourra retrouver diverses informations sur ce que vous présentez. Il me semble également que vous êtes présente sur Facebook. Nous gérons 2 sites. D'accord. Et le plus important, c'est le site de la Fondation. Alors voilà, nous avons donc, pour nous contacter, pour savoir ce qu'on fait, il y a plusieurs possibilités. Tout d'abord, le site de la Fondation, www.fondationannaevans.org. Oui. Puisque nous sommes un organisme d'utilité publique. D'accord. Et puis, évidemment, le site de la communication intuitive, qui est une des choses que nous enseignons, donc www.communicationintuitive.com. Nous avons aussi une page Facebook qui est très suivie, qui s'appelle Communication Animale Anna Evans. Oui. Et puis, voilà, on a une chaîne YouTube, on a, je fais des conférences, enfin, il y a plein de manières de nous contacter. Vous êtes bienvenus, évidemment, si vous souhaitez en savoir plus. Et pour avoir des informations sur les ateliers que vous avez cités, on peut aller sur le site de la Fondation, à la page calendrier.